Alors, en janvier dernier, je faisais mon premier TED Talk à la Concorde à Paris. Et à l'époque, j'étais très fière d'être là. Et je pensais, peut-être un peu naïvement, que je menais ma vie avec beaucoup de justesse. Je me disais, après avoir renoncé au pouvoir, j'ai finalement trouvé le sens en essayant de me rendre utile aux autres. Et puis TED, en fait, a tout balayé. C'était donc il y a à peu près 10 mois. Depuis, en fait, je me suis posé une question qu'en réalité je me pose depuis toujours, qui a été beaucoup évoquée aujourd'hui, en fait, c'est la question du sens. Quel est le sens au juste? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'une vie heureuse? Alors mon histoire commence en Indochine il y a à peu près un siècle. Vous devez voir à l'écran, je pense, ma grand-mère. Voilà, oui, super, merci la régie. Qui était donc, comme vous le voyez, très belle et surtout très audacieuse. Elle a fait l'université au Vietnam déguisée en homme. Et quand l'université s'est rendue compte de la supercherie, qu'ils lui ont refusé son diplôme, comme elle était persévérante, elle a pris le bateau pour aller en France récupérer ce diplôme. Ça prenait des mois à l'époque. Et après, elle est retournée au Vietnam et elle a ouvert donc la plus grande pharmacie de Hanoï, ce qui lui a permis de sortir sa famille de la pauvreté. Mon grand-père, de son côté, était issu d'une famille de mandarins, comme vous le voyez ici. Et en fait, il a été le premier Vietnamien à faire l'école polytechnique à Paris en 1930, puis l'école des ponts et chaussées. Après, il est rentré au Vietnam en bateau et c'est là qu'il a croisé ma grand-mère, qui est rentrée au Vietnam aussi. Et alors, il est devenu ministre de l'Éducation dans le premier gouvernement indépendant du Vietnam en 1945. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a pris tout le système éducatif qui était à l'époque fait pour les Français et il l'a mis en fait à disposition de tous les Vietnamiens. C'était compliqué, vous imaginez, les traductions, les translations, etc. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, vous avez 97% des Vietnamiens qui savent lire et écrire, alors que le niveau de pauvreté est extrême et comparable au Niger. Mais il a fait une autre chose qui est encore plus amusante ou plus surprenante, c'est que mon grand-père était passionné de culture et d'histoire. Et donc, il s'est rendu compte, en fait, qu'il y a à peu près 1000 ans, les Chinois qui avaient envahi le Vietnam avaient essayé de faire disparaître toutes les traces d'une culture antérieure. Et donc, ici, ils ont pris les stèles qui étaient à côté des temples, ils les ont brisées, et comme ça pesait très lourd, ils les ont juste jetées dans les lacs à côté. Donc, mon grand-père a sorti toutes ces vieilles pierres, et puis il s'est amusé à les décoder une par une, un peu comme on va dire un champollion vietnamien. Et c'est grâce à ça qu'en fait, il a pu donner au Vietnam les bases de cette culture ancestrale. Alors si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'en fait, cette trajectoire, en fait, cet héritage, bien sûr, ça pèse lourd. Donc moi, en fait, dès que je suis née, quasiment, j'étais programmée pour l'excellence. Donc en fait, première à l'école, concours de piano, j'ai même été mannequin. Et puis à 30 ans, je suis devenue partenaire du cabinet de conseil McKinsey, dont Didier Long a parlé tout à l'heure. On était ensemble collègues. Et à ce moment-là, ma vie est devenue un véritable tourbillon. Donc, je passais ma vie dans les avions entre Londres, Bangkok, Hong Kong, Singapour, New York, Bruxelles, Paris. J'atterrissais le matin vers 7 h du matin donc, à l'aéroport. Je prenais ma douche, j'enfilais les rendez-vous. Et puis ensuite, je sautais dans l'avion pour changer de continent. Et à l'époque, j'étais grisée par le pouvoir. Je me disais, ça, c'est quand même bien. Et en fait, j'étais devenue un zombie. Je ne dormais chez moi que 2 ou 3 fois par mois. Et puis, je crois que j'avais peut-être un ou deux copains encore qui restaient, mais j'avais quasiment plus de vie sociale. Et puis heureusement, à 34 ans, je me suis pris le mur. Donc en fait, un jour, je passais voir ma mère entre deux avions. Elle a été hospitalisée parce qu'elle avait très mal au ventre. Et bon, on a déjà parlé des mamans tout à l'heure, hein, c'est très important. Et en fait, le lendemain matin, le Toubib m'a pris de côté et m'a dit, écoutez, je suis désolée. Ça me fait penser à ce que tu disais, Cécile. Je suis désolée, mais c'est très grave. Votre mère a un cancer terminal. Il lui reste 2 mois. Bloops. Et à ce moment-là, moi, je me suis effondrée, je n'y croyais pas. Voilà. Et puis ma mère s'est battue, donc elle a été très courageuse. Elle sortait après sa chimio, elle venait me voir à la maison et elle me parlait toute la nuit de ce qu'elle ressentait. Donc elle avait peur évidemment. Elle me parlait du froid dans ses os. Elle me parlait de ce gouffre devant elle. Et puis voilà. Et puis en fait, tous les matins, quand elle se réveillait, elle me disait chaque jour est une vie. Ben, voyez-vous, les 2 mois ont duré 6 ans. Un miracle. Donc à partir de là, évidemment, je ne pouvais plus faire comme avant. Donc j'ai jeté à la poubelle mes tailleurs Armani, ma vie de Golden Girl, ma Porsche. Et puis je suis partie en quête de sens. J'ai d'abord trouvé assez rapidement ce que vous voyez ici à gauche de l'écran, bien sûr, le durable, la planète, mieux vivre ensemble, le réchauffement climatique et tout ça. Mais surtout,
j'ai rencontré les gens qui étaient dans le libre, au sens de la libre diffusion de la connaissance. Donc ça, c'est Wikipédia, c'est Linux, c'est tous ces gens qui œuvrent pour que la connaissance soit accessible à tout le monde. Et là, j'ai eu une intuition très forte. Je me suis dit, mais si on pouvait hybrider ces deux choses, pas faire d'un côté le libre et de l'autre le durable, pas faire deux fois plus sympa, mais vraiment mélanger, fusionner les deux modèles. Je me suis dit, ça pourrait être vraiment puissant, d'une manière imparable. C'était vraiment cette idée de dire qu'après tout, les modes de vie, c'est à tout le monde. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit dépendant de votre niveau social ou de l'argent que vous avez pour vous acheter les recettes? Donc je me suis dit, il faut absolument qu'on puisse donner ça à tout le monde et qu'on puisse échanger entre nous les recettes qui marchent ou qui ne marchent pas. Donc j'ai créé une ONG pour faire ça qui s'appelle Angenius. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais venue vous voir. Ça fait partie des travaux possibles à faire ensemble. Et donc Angenius, c'est deux choses. C'est à la fois Wikipédia, vous voyez à l'écran ici, c'est l'esprit libre diffusion de la connaissance pour tout le monde. Et c'est un peu aussi le Lego, c'est-à-dire le do-it-yourself, faites-le vous-même. Et c'était l'idée qu'on puisse vraiment mettre en place des modes d'emploi tellement simples que tout le monde puisse s'approprier des modes de vie en bricolant, en pratiquant à sa vitesse dans ce qui l'intéresse. On a fait ça pendant près de 10 ans, c'était super marrant. J'avais chez moi tout le temps des geeks. Les geeks, c'est les gens qui bidouillent sur l'ordinateur. Il y avait des militants associatifs, des chercheurs du monde entier, dont certains sont nobelisables. Il y a des élus qui sont venus, beaucoup de gens du territoire, des décideurs, des fonctionnaires, des entreprises aussi. Voilà, et donc pendant 10 ans, on a fait les 400 coups, on a gagné beaucoup de gros projets, que je ne vais pas détailler ici. Et puis moi, ce que je faisais, c'est que je prenais ces connaissances, et comme je vous l'ai dit, je diffusais tout gratuitement, librement. C'est pour ça qu'on m'a surnommée la petite abeille qui pollinise, parce que c'était cette idée de partager les savoirs. Je vais vous donner un premier exemple, c'est celui de Bed-Z. Ça, c'est un écoquartier qui est à côté de Londres. C'est 82 logements avec 250 habitants. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet écoquartier, les gens vivent beaucoup mieux. Donc d'un point de vue d'empreinte écologique, on l'a réduite de 50%, donc de moitié. Et ce n'est pas du tout un retour à l'âge de pierre. C'est extrêmement moderne. Les gens sont contents. 70% des gens qui y vivent disent que ça a complètement changé leur mode de vie. Et c'est moins cher. Un budget de réduit de 15% en moyenne. 90% d'économie d'énergie, etc., etc. Donc moi, quand j'ai découvert ça, j'ai proposé au fondateur du site, qui était en fait une infirmière et un biologiste, j'ai proposé de faire la petite abeille, c'est-à-dire de venir voir ce qu'ils faisaient et diffuser la connaissance. Ils ont accepté, et puis à partir de là, j'ai emmené des centaines de décideurs sur le site. Et l'idée, c'était de les pousser dedans pour qu'ils mettent les mains sous le capot et qu'ils puissent bidouiller, voir ce qui marchait, ne marchait pas, qu'ils fassent leur petit Lego. Alors le résultat, voyez-vous, c'est qu'au bout de 10 ans de ça, on est passé de 82 logements à Bed-Z à plus de 1 million de logements dans le monde qui sont inspirés de cette méthode. Un autre exemple en France, c'est Los-en-Gohelle, qui est une ville dans le bassin minier à côté de Lens, avec 7500 habitants, donc on change d'échelle. Et là, donc, au retour d'un premier voyage que je faisais à Bed-Z, le maire Jean-François Caron est venu me voir. Il m'a dit, écoute, je crois que j'ai pigé l'intérêt de Bed-Z. Ce n'est pas tellement les solutions, parce qu'en fait, on fait tous des trucs intelligents, même si ce qu'ils ont fait est quand même effectivement assez important. Ce qui est intéressant, c'est que les gens se précipitent pour venir mettre les mains dans le capot et voir ce qui s'est passé. Et il m'a dit, voilà, est-ce que tu peux faire pareil avec nous? Alors, c'est un sacré défi, parce que comme vous voyez, la ville n'est pas vraiment très sexy. C'est quand même la ville avec les 2 plus hauts terrils d'Europe. D'ailleurs, ça fait exactement la hauteur de la pyramide de Khéops. Et je vous dirai après pourquoi. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que cette ville, en fait, c'est l'une des plus pauvres du Nord-Pas-de-Calais. Il y a encore des gens qui meurent de la silicose mineure. Et la ville s'enfonce de 15 mètres à certains endroits à cause des 200 km de galeries qu'il y a en dessous. Bref, c'est vraiment une ville qui incarne tous les dégâts de la société industrielle. Ce qu'il y a, c'est que Caron s'était rendu compte il y a déjà 20 ans, parce qu'il avait été élu à la région, qu'il n'y avait pas de choix, il fallait qu'ils s'en sortent par eux-mêmes, sans quoi ils allaient mourir là avec ce handicap hérité du passé. Et donc, ils avaient déjà commencé à reconstruire la ville par un gros programme de développement durable. Donc, au retour de Bed-Z, on s'est dit, fiche, on va faire un truc. C'est un peu fou, mais on va faire ça. On va faire un pilote, et on l'a appelé ça LOS, Ville Pilote d'Interprétation. L'idée, c'était de dire, il faudrait que les gens puissent venir ici, comprendre la trajectoire, comprendre l'invisible, comprendre l'avant et l'après. Et si on arrive à montrer qu'en partant d'une situation aussi terrible, on arrive à reconstruire, alors c'est gagné. Tout le monde peut faire pareil dans ce cas-là. Et bien voilà, ça a marché. Donc aujourd'hui, 10 ans après le début de l'expérimentation, on a tout le résultat écologique que vous pouvez imaginer. Je passe les détails à nouveau, l'énergie, l'habitat, etc. Ce qui est le plus intéressant, c'est que les Lossois se sont appropriés le projet. Ils ont maintenant une fierté d'être dans cette ville qui sert de pilote à toute la région et maintenant au-delà de la région, au niveau même du national. Et quand j'ai présenté ça au TED en janvier dernier, dans la foulée, il y a les télés, donc France 5, France 2, qui sont venus me voir. Et en fait, il va y avoir un documentaire de 52 minutes fait sur Los-en-Gohelle l'année prochaine, pour France 5.
Et donc, la consécration de tout ça, surtout, est venue en juin. On parlait de persévérance tout à l'heure. Ça faisait des années qu'avec Caron, on s'était dit, il faut trouver quelque chose pour redonner la fierté à ces gens. Et on s'était dit, voilà, on va essayer de le classer à l'UNESCO. Après tout, pourquoi est-ce qu'on irait voir que des vieilles pierres qui datent de 2000 ans, 3000 ans, avec des pharaons qui n'existent plus? Et donc, en juin de cette année, l'UNESCO, après plus de 10 ans qu'on se battait sur ce sujet, a donc classé le bassin minier UNESCO avec l'os en plein milieu, et tout le projet a été porté par Caron. L'UNESCO l'a donc reconnu à l'unanimité comme patrimoine mondial immatériel. Et Caron a fait son discours de remerciement en disant « On venait avant visiter les pyramides de Khéops, la pyramide des dieux. Demain, on viendra visiter la pyramide des ouvriers. » Les gens ont appelé de partout, d'Afrique du Sud, de Russie, de Chine, de Brésil. Tous ces gens qui avaient des mines pleuraient au téléphone en disant « C'est fou ce que vous avez fait, parce que maintenant que vous l'avez fait, nous, on a quelque chose auquel on peut se raccrocher. » Et ça vaut pour tout le monde. Voilà, donc si vous voulez, par rapport à tout ça, pour revenir à ma petite histoire, finalement, j'étais content, je me disais, voilà, j'ai trouvé le sens avec tout ça, c'est bien. Et puis en fait, t'aides à bouger la frontière en ouvrant cette porte, comme tu disais, qui est la porte des émotions, qui pour moi était une porte bizarre, que je ne voulais pas trop ouvrir. Et en fait, jusque-là, on peut dire que j'avais fait tout ça, toutes ces étapes avec efficacité, assez froidement, finalement, sans trop m'engager personnellement. Et pour faire mon TED de janvier, j'ai dû aller chercher dans mes oubliettes toutes ces histoires d'Indochine. Et alors, il s'est passé un truc bizarre, c'est que moi, je ne connais pas l'Indochine finalement, c'était bien avant moi. Mes grands-parents étaient décédés depuis longtemps. Et puis j'ai senti, juste après le TED, que quelque chose en moi bougeait, quelque chose qui voulait crever la surface. Et donc, finalement, cet été, je suis allée au Vietnam. C'était la première fois de ma vie, parce que je suis née en France. J'avais 46 ans, enfin, j'ai toujours 46 ans. Et j'ai découvert ça, que vous entendez. La langue est revenue d'un coup. Je me suis mise à parler vietnamien couramment, alors que je l'avais oublié depuis plus de 30 ans. Le son, la musique, la nourriture, les attitudes des gens dans la rue, tout ça me semblait complètement familier. Et tout d'un coup, j'ai eu un choc, j'ai réalisé que j'avais enterré mon enfance, j'avais effacé tout ce que j'étais avant d'être une golden girl, parce que j'avais eu honte, on a parlé de la honte tout à l'heure, j'avais eu honte d'être une shintok à l'école. J'avais honte de mes parents et de mes semblables qui rasaient les murs. Mes parents m'ont raconté qu'avant les Arabes c'était les Chinois, c'était nous les Vietnamiens. On venait casser du vietnamien en 54 après Dien Bien Phu, dans les dortoirs des écoles. Voilà, donc maintenant c'est devenu assez clair pour moi. Je dirais que j'ai compris grâce à tout ça que remonter aux sources finalement c'est essentiel. Je dois remonter donc jusqu'à mes ancêtres comme les Loussois, mes ancêtres jusqu'au Vietnam, jusqu'à moi-même. J'ai réalisé que j'avais abandonné une petite fille à la source, cette petite fille dont j'avais honte. Du coup, maintenant, quand j'arrive à repenser à tout ça, finalement, je me sens beaucoup plus alignée, c'est plus simple, tout est limpide, tout coule de source. Et à ce moment-là, l'émotion jaillit. Et j'ai aussi réalisé que c'était une énergie qui était... L'émotion, finalement, c'est une énergie brute, je crois, qui vient des profondeurs. Et cette énergie, je pense qu'elle est vraiment inépuisable et surtout inaltérable. C'est ça, pour moi, le pouvoir des émotions. Alors, où est le sens, où est le bonheur? Notre monde actuel, vous le savez, c'est terne, c'est pas très folichon. On va dire que c'est la crise, mais moi je crois qu'au-delà de ça, c'est le manque d'espoir, c'est le manque de rêve. Alors les Loussois nous ont donné un exemple magnifique, parce que finalement, en étant capables de renouer avec leur passé, avec leurs origines, ils ont défendu une singularité. Et en transformant quelque chose qui leur faisait honte, ce passé crasseux, ils ont fabriqué un objet universel de dignité qui vaut pour tous les peuples du monde. Et en faisant ça, ils ont renversé, je pense, non seulement leur destin, mais j'espère le destin du monde. Mon grand-père, lui, a fait quelque chose d'intéressant aussi. Il a traversé les siècles et les continents pour donner ce savoir aux Vietnamiens. Puis ma mère, avec son courage, a montré qu'on pouvait même défier la mort. Voilà, donc je dirais que grâce à eux, j'ai compris une chose toute simple, c'est que remonter aux sources, en tout cas pour moi, permet de nourrir le futur d'une manière impérissable. Je crois qu'en se reconnectant avec soi-même, vous avez eu plein d'exemples aujourd'hui. Il y a eu le ténor, il y a eu le moine, il y a eu les handicapés, il y a eu plein de choses que vous avez vues, 10 exemples, 11 exemples. Je crois qu'on voit clairement que quand on arrive à se reconnecter avec soi-même, eh bien, on peut rallumer les étoiles, celles qui brillent en nous. Et je suis convaincue que ces étoiles-là, ces étoiles intérieures, sont les seules qui peuvent vous guider de manière certaine vers le sens et le bonheur.
Et à travers tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, j'en suis encore plus convaincue. En fait, ce pouvoir, ces étoiles, elles sont en chacun de nous. Merci.